intéressant. Mais juste savoir que Rava, elle a 89 ans et qu'elle ne les fait pas du tout. C'est un très bel âge et elle ne les fait pas du tout. Les Françaises, elles savent se tenir. donc, on est très content que tu soyez avec nous en bonne santé et en bonne cette santé. matinée. Vous savez, chacun son petit paquet. Ouais. Enfin, on le cache, mais quand même. Donc voilà, on vous écoute. Donc Rava va nous donner son témoignage. Après, s'il y a des questions, on pourra les poser. C'est bien, c'est ce que vous voudriez, comme ça on ne vous dérange pas pendant que vous parliez. Parce que de cette façon-là, je saurai exactement de quoi vous êtes intéressé à savoir. Parce que ce que je raconterai, peut-être que ça vous ennuiera, peut-être pas. Enfin, je ferai de mon mieux. Et vous m'aiderez aussi parce que mon français est un petit peu affaibli après toutes ces années. Et je parle surtout l'hébreu avec mes enfants. Le français, ils parlent l'anglais, mais pas le français. En tout cas, je ne savais pas que ça existait à Natania. Je suis toute heureuse de voir qu'il y a des bureaux pareils. Et tant de gens qui viennent de France, heureusement. Ça manquait vraiment à Natania. C'est splendide pour moi. C'est quelque chose de tout nouveau. Hein, je ne savais pas. Bon. Vous connaissez bien la carte de France, parce que je passerai d'un endroit à l'autre. Et je dois vous dire avant que je commence, j'ai parlé en hébreu à plusieurs écoles, même au théâtre de Caméry, chez les éclaireurs et tout ça. Mais c'était surtout en hébreu, hein, parce que c'est une langue que je connais mieux. Mais en français, ça me fait plaisir, parce que j'adore la France. Avec tout ce qu'elle a de mal, j'adore la France. C'est un beau pays. Et je suis contente d'être ici aujourd'hui, vraiment. Merci. Mon nom est Eva. J'ai plusieurs noms, parce que j'ai été cachée sur plusieurs noms, même parce que mon nom de la famille, c'est un nom presque allemand. Mes parents venaient de Pologne, de Varsovie. Ils ont émigré en Belgique après la Première Guerre, 14-18. Se sont installés parce que la Belgique voulait beaucoup de Juifs qui viennent pour faire prospérer le pays. Ils avaient reçu justement, si vous savez un petit peu l'histoire, ils avaient reçu en cadeau le Congo. Vous imaginez un tout petit pays comme ça, un Congo qui était avec tous les biens qu'ils avaient là-bas, les diamants, c'est pour ça qu'ils ont ouvert les Juifs. Ils étaient très 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 connus dans le monde entier avec les diamants. Et mon père, il s'occupait surtout des fourrures et le cuir. Alors, en ce temps-là, la mode était les chaussures, surtout pour les hommes, des chaussures en lézard, en crocodile, vous savez, ce genre-là, très élégant et tout ça. Et ça, c'est les Juifs, la plupart, ils savaient faire du commerce. Et aussi les imperméables. Parce qu'il y avait, au Congo, il y a beaucoup d'arbres qui ont la sève. Des arbres qui donnent le rubbish, le caoutchouc, exactement. Alors, ils avaient inventé les imperméables. Écoutez, je vais vous dire, quand les Juifs sont arrivés en Belgique, enfin, ils ont toujours habité en Belgique, il y avait toujours des Juifs, en Hollande surtout, qui venaient d'Espagne, si vous savez. Il y a même une grande synagogue qui n'a pas été abîmée, je crois, en Hollande, qui est restée jusqu'à présent. Ils ont cette grande synagogue. Alors, il y avait beaucoup de Juifs toujours, même du temps de Rembrandt. Il a toujours dessiné des Juifs. Mais surtout sont venus les Juifs après la guerre, la Première Guerre. Parce qu'ils ont fait vraiment de la Belgique un pays prospère et tout. Donc, les Juifs avaient la possibilité, surtout moi qui est né là-bas déjà, la possibilité de faire une carrière merveilleuse, d'étudier parce qu'ils étaient intéressés. Ils voulaient vraiment un genre de personnes qui sont intéressées, intelligents. Et les Juifs, c'est connu, qui sont toujours de ce côté-là. Alors, il y avait un temps vraiment prospère en Belgique que j'ai connu avant la guerre. Quand j'allais à l'école, je me rappelle, pour moi, l'école, c'était
quelque chose de merveilleux. J'apprenais tellement bien. L'institutrice m'aimait beaucoup. Les petites juives, elles étaient toujours les premières de la classe quand on faisait les dictées, vous savez, tout ça. Alors, elles étaient toujours les premières. Et on était vraiment heureux. En Belgique, il y a les bois sont très beaux. On allait beaucoup se promener. Il y a beaucoup de pluie, mais il y a aussi la mer avec tout ce que ça peut donner. On pouvait faire vraiment une vie agréable. Et voilà, tout à coup, Hitler s'est mis sur la sellette, comme on dit, dans l'Allemagne, et les histoires ont commencé depuis qu'il a été le maître de l'Allemagne en 1933, et depuis ce temps-là, les Juifs ont senti toujours qu'on leur enlevait quelque chose dans la vie. Un jour, ils devaient mettre, ça veut dire quand j'arrive au temps de 1938, eh bien moi je me rappelle, j'étais en classe, deuxième année, on devait mettre l'étoile jaune, tout à coup. On n'avait pas le droit d'avoir des vélos, des voitures, ça naturellement. Et comme je venais d'une famille très, 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 très pieuse, vraiment, mon père était un grand chassid, on n'avait pas le droit d'aller avec des robes courtes. Vous savez, c'était le temps vous vous rappelez, peut-être vous avez vu les films, Shirley Temple. Elle avait toujours les petites robes courtes comme ça et tout ça. Et moi, je me disputais toujours avec ma maman quand on allait chez la couturière. Je veux aussi une robe comme ça. Non, une fille juive doit couvrir ses genoux. Alors, on avait toujours la moitié du genou au moins, pour être à la mode quand même. Enfin, vous voyez le genre de vie que j'avais. J'étais une gosse, j'étais heureuse, une famille très protective et aimante. L'essentiel pour ma mère, c'était ses enfants, un fils et 4 filles, et elle donnait tout. À la maison, nous parlions seulement yiddish. Quand nous venions de l'école, jusqu'à la porte de la maison, on avait le droit de parler français. Quand on ouvrait la porte, instinctivement, on se mettait au yiddish à cause de mes parents. Et nous avions une vie vraiment très très bonne. Une chose que les filles juives, moi je faisais partie d'un groupe de jeunes, c'était rue Brognier, je me rappelle encore, il y avait un club de jeunes de Bnei Akiva. Alors je faisais partie de ce club-là. Alors il fallait que je fasse comme eux ils faisaient aussi. Ça veut dire le vendredi, il fallait que je revienne de l'école plus tôt, pas à 4 heures parce qu'on allait et le matin et l'après-midi. Je revenais à 3 heures parce que mon père était allé chez la directrice pour lui demander, c'est bientôt Shabbat et ma fille ne peut pas rentrer à la maison quand il commence à faire et bon, alors je revenais de l'école plus tôt. Le samedi, je n'allais pas à l'école. Et le dimanche, on avait le dimanche. Alors, ça faisait que j'étais amoindrie avec les heures de classe. Quand même, j'étais une bonne élève. J'étais toujours la 3e. Pas la première, mais la 3e. Et j'étais contente. J'adorais lire. Et quand je revois, j'ai quelques petits livres que j'avais reçus après la guerre, que quelqu'un les a cachés. Alors quand je vois les écritures de ce temps-là, je voyais combien j'étais heureuse, très protective avec ma maman. Je me rappelle que le samedi, on n'avait pas le droit d'allumer la lumière jusqu'à il y avait les étoiles dans le ciel. Alors je me rappelle que j'étais tellement ennuyée parce que ma maman, elle chantait toujours, elle gardait ma petite sœur dans ses bras, elle lui chantait des chansons et on n'avait pas le droit d'allumer la lumière. Alors, moi, j'essayais à la fenêtre de m'occuper un petit peu. Je regardais les traînées de la pluie sur les vitres, enfin, tout ça. Et puis, je regardais le ciel, je disais, maman, il y a déjà 3
étoile dans le ciel, je peux allumer. Non, 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 attends encore un petit peu, attends encore un petit peu. Et après on allumait, alors il y avait la joie et tout ça. Nous n'étions pas riches, pas du tout, hein, ça je peux vous dire. Mais c'est une vie tranquille, très aimante et très bien. Jusqu'à la guerre est arrivée pour casser tout ça. Et casser jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire. Parce que ça ne me quitte pas. Ce qui me retient vraiment en vie, voilà, c'est quand je pense à ma mère, qui était tellement protective, une vraie mère juive comme il fallait l'être. Elle nous apprenait toutes sortes de choses comme on faisait en Pologne. Par exemple, elle nous racontait qu'il y avait une voisine qui habitait toute seule, elle était veuve, et son fils, après qu'il allait au Stible, vous savez, mon père n'allait pas à la vraie synagogue, qui était assez loin, il y avait des Stibles, ça s'appelle des chambres où le rabbin habitait, il avait toujours une chambre pour prier, un minyan. Ah, vous savez ce que c'est qu'un minyan? 10 personnes, enfin, quand même. Alors il allait là-bas, c'était vraiment des juifs qui venaient de Roumanie, de Pologne, enfin d'un peu partout, et ils se rencontraient là-bas, et, ils écoutaient ce que le rabbin disait, et tout était tout autour de lui. Bon, maintenant, je vais commencer avec la guerre, qui a été une chose horrible que je ne souhaite à personne, même à mes pires ennemis, de passer par ça. Et c'est alors que je suis devenue une vraie adulte. Un jour, c'était en mai 1940, la guerre, les Allemands ont bombardé Bruxelles, l'Angleterre aussi naturellement, Londres, mais surtout aussi Bruxelles, et on a dû s'enfuir. Du matin au lendemain, vite, quelques paquets. Je me rappelle encore à la porte, quand on avait fermé la porte, on se tenait, on était tout tremblants. C'était horrible, c'était après le Kristallnacht. Vous avez entendu parler du Kristallnacht? C'était les 300, même plus que 300 synagogues en Allemagne qui ont été brûlées en une nuit. Ça a été une horreur, c'était terrible. En une nuit, imaginez-vous, c'était terrible. Déjà, les nazis, en ce temps-là, ils se permettaient tout ce qu'ils voulaient. Et alors, on avait su que pour les Juifs, il ne fallait pas rester en Belgique. Mais mon père et le Rebbe, ils étaient certains que la France, la grande France, la belle France, la France qui est tellement forte, elle tiendra le coup avec les Allemands. Pas du tout. On s'est réfugié en France dans un train qu'on est parti, qui a duré pour arriver jusqu'à Toulouse. Ça nous a pris peut-être, je crois, 4 jours. En chemin, le train s'arrêtait, puis recommençait. Et des fois, à des stations, il y avait de la Croix-Rouge, venaient des gens qui nous donnaient du pain, parce qu'on était des réfugiés. Et c'était une horreur, parce que les Français n'ont pas tenu le coup. Ils se sont enfuis, et ils ont laissé la France en pleine débandade. Les Anglais ont quitté à Dunkerque avec leur bateau, ils sont retournés en Angleterre. Ils ont laissé la France comme ça en plein. Et nous étions dans les trains qui étaient bombardés, des gens pleins sur les chemins avec des petits-enfants, des vieux et tout ça qui s'enfuyaient parce que les bombes tombaient de partout, c'était horrible. Je me rappelle une chose, quand mon père a fermé la porte, il a fermé la porte de la maison, de l'appartement, c'était pas une maison, un appartement, un petit appartement, et il a prié. Moi, je le regardais. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il priait, pourquoi on devait s'enfuir de la maison et laisser tout. Mon cartable avec mes devoirs et tout ça était resté à la maison. Et on s'enfuyait, et ma mère a dit, ouvre encore une fois la porte, je vais encore retirer quelque chose. Elle est rentrée, elle a vite pris un édredon, un coussin, et elle dit, on ne peut jamais savoir où les enfants dormiront, qu'ils aient au moins un petit coussin. Un coussin et c'est un coussin assez grand, parce que les 3 petites, on a dormi là-dessus, au moins la tête, et on était dans les trains, et 1 jour, et 2 jours, et 3 jours, enfin nous arrivons à Toulouse.
Toulouse, il faisait beau. Il y avait du soleil, on n'était pas habitué à ça. Et nous descendons de ce train, enfin, pour se dégourdir les jambes et tout ça. Et puis, il y a des camions qui nous emmènent un peu partout dans des villages. C'était déjà, je crois, organisé avec le gouvernement de Vichy, je crois, ça a commencé alors. Et on a été envoyé dans un village, comme je vous dis, Moulin-Haut, qui est pas loin de Toulouse. Et on avait là une petite chambrette de rien du tout, quelques lits, et on recevait des paquets, je ne sais pas si c'était du joint, d'Amérique ou de quoi. Et on mangeait ça, et les gens ne savaient pas quoi faire. C'était horrible, une situation terrible. On n'avait pas où se laver, alors ma maman avait trouvé juste en face, de l'autre côté de la rue, elle avait trouvé une petite mare qui était propre, alors on allait se laver là-bas. Imaginez-vous, oui. Et on a vécu comme ça peut-être 2 mois. Après 2 mois, chaque jour, vous recevez des ordres du maire, et le rabbin était aussi avec nous. Et ce rabbin, il était justement pas loin où il avait habité. Il avait reçu un petit appartement où là-bas, il prenait les gens qui voulaient prier avec lui. Et il ne disait presque rien. C'est beaucoup plus tard que nous avons su qu'il était en contact avec le prêtre, le curé du village, et c'est le curé qui l'a sauvé, mais pas nous. Nous avons été envoyés dans les camps, tandis que le rabbin, lui, s'est enfui avec ses enfants et sa femme en Espagne. Et de là-bas, il est parti il nous a laissés en plein. Enfin, ça, il faut que je le raconte en une phrase, je ne veux pas dire plus que ça. J'ai rencontré son fils, qui est déjà un vieux bonhomme. Il habite en Israël, il a été très content de me recevoir. Et je lui avais dit, Shai, toi tu ne savais de rien. Le même jour où le rabbin devait monter avec nous dans ces camions-là, il avait dit, non, j'ai envoyé Shai chez le shochet, il y avait un shochet dans un autre village, et il doit revenir, il est en vélo, et j'attendrai, vous partez en attendant. Et c'était pas chic de sa part, parce qu'il avait délaissé ces gens pour sauver sa peau. Enfin, ça, il le savait, ça, le fils. Mais dit, maman, en ce temps-là, je ne savais rien. Il avait 13 ans en tout, moi j'avais 10 ans, lui il avait 13 ans, il faisait ce que son père lui disait, et c'était tout. Voilà, ça c'est pour vous dire que pas tous les rabbins sont des kedoshim, des saints. Bon, nous sommes rentrés dans un camp qui s'appelle le camp d'Agde, la ville d'Agde, près de Montpellier. Là-bas, il y avait un camp, les hommes à part, les femmes à part. On était dans des endroits qui avaient appartenu, je crois, à des animaux, je ne sais pas, des étables, je ne sais pas ce que c'était. On couchait sur de la paille. Et au milieu, il y avait une table. Là-bas, on recevait un petit peu à manger. Mon frère, qui était un garçon qui savait un débrouillard, comme on dit, il avait réussi à rentrer, à travailler dans la cuisine de ce camp-là. Et par la fenêtre, il jetait des carottes à ma petite sœur qui venait demander quelque chose à manger. C'était terrible avec le genre de vie que nous avions en Belgique, et d'être descendus à ce point-là. Nous étions comme des animaux, vraiment. Mais ce n'était pas la fin, c'est pas encore rien. La cuisine, la grande cuisine qu'il y avait là-bas, a brûlé. Les hommes étaient séparés dans un autre camp. Beaucoup de Juifs se sont enfuis. Nous ne pouvions pas. On était avec notre mère, ma sœur, une grande sœur que j'avais, qui avait 15 ans. Et moi, j'avais 10 ans, et 2 petites sœurs, plus petites que moi. Une avait 4 ans, une 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On doit rester, on n'a pas le choix. On a été envoyé dans un autre camp. Pire, il s'appelait Rivzalt.
Vous connaissez Rivesaltes peut-être parce qu'il y a du bon vin là-bas. Mais Rivesaltes est un endroit affreux, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai été invité il y a 2 ans pour... on a ouvert là-bas un musée. Le musée a l'air d'une tombe. Quand vous arrivez, vous ne voyez pas le musée, vous voyez seulement quelque chose de bâti en terre. Mais en dessous, ça veut dire dans ce trou-là, c'est vraiment un musée. Il y avait aussi des gitans, enfin, des Espagnols, des Juifs et tout ça. J'ai été invité là-bas, mais du camp, presque rien n'est resté. Ce camp a été quelque chose d'horrible. Imaginez-vous qu'en France, ici, peut-être qu'un jour je vous donnerai une carte avec tous les camps qu'il y avait en France. Il y en avait, je crois, plus de 30. Et directement de là-bas, ils envoyaient, de tous ces camps-là, ils envoyaient les gens directement à Auschwitz pour ne pas revenir de là-bas. Par chance, moi j'ai une chance. Moi, j'aurais dû faire partie, pour vous dire la vérité. Il y a à Jérusalem, à Yad Vashem, au musée, il y a des parents qui sont restés en vie après Auschwitz et qui ont perdu leurs enfants. Ils ont donné l'argent pour qu'on fasse une grande salle, immense salle, avec toute noire, mais il y a des petites lampes qui font comme des étoiles. Comme si c'était tous les 500 000 enfants qui sont morts à Auschwitz. Moi, je devais faire partie de ce groupe-là. Par une chance, je ne sais pas comment, par hasard, je peux dire, j'ai été sauvée. Par quoi? Il y avait des organisations de la Croix-Rouge, des organisations protestantes et des organisations juives aussi. L'organisation dont moi j'ai été sur leur non, Ashgaha, on dit ça en hébreu. Protection, exactement. Sur leur protection, c'était l'OSE. O-S-E. Vous connaissez l'OSE, vous pouvez le savoir. Exactement. L'OSE a commencé en Russie par des docteurs qui se sont donnés aux orphelins qui couraient les rues, qui n'avaient rien à faire, qui n'avaient pas de quoi manger. Après, c'est passé en Allemagne. Même Einstein a été un président de ce protectorat, non, de ce groupe et de l'OSE. Et ensuite, c'est passé en France. Ça existe jusqu'à présent. Oui. À Paris, oui. Et voilà, un jour, mon père est arrivé. Je ne sais pas comment il a réussi à rentrer dans le camp des femmes. C'était infâme, hein. C'était terrible ce camp-là. Et la nourriture. Les enfants recevaient des ballons, des ventres comme un ballon, parce qu'on nous donnait seulement des betteraves à manger, qui étaient à peine cuites. Des choses immondes qu'on mangeait. Je me rappelle des topinambours. Oui. Aujourd'hui, on dit que c'est une délicatesse, mais pour nous, ce n'était pas une délicatesse. Ce n'était pas des pommes de terre, c'était pas... Et des fois, quelques nouilles on avait, je me rappelle. Le matin, on recevait seulement une tranche de pain qui n'était même pas frais. Et on recevait, chacun devait avoir son petit gobelet, et on nous le remplissait avec du lait fait de poudre de lait qu'on donne aux veaux aujourd'hui. Ouais. Vous savez, en dehors oui, c'est ce qu'on nous donnait. Alors vous vous imaginez comment les enfants avaient l'air après 1 mois, 2 mois, et après avec toute la pesticisation qu'il y avait là-bas, les boutons qu'on recevait, les maladies, les poux de corps, poux des pieds, poux de la tête, de partout. C'était une horreur. On vivait dans des baraques où il y avait plusieurs couches en bois, comme vous voyez dans tous les camps de prisonniers, et une petite couverture, de la paille,
Et c'est comme ça qu'on vivait. Et les enfants se traînaient dehors, on ne savait pas quoi faire. Les enfants ont toujours trouvé quelque chose à jouer. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait justement devant notre lit, où je couchais avec ma sœur et avec 2 sœurs, il y avait une dame avec sa fille. Et c'était des dames qui avaient eu une vie en Belgique très très élégante. Et elles avaient une petite armoire en bois, et elles avaient quelques robes à elles, encore de Belgique qu'elles gardaient. Et nous, on jouait à cache-cache tout autour. Et elles disaient, ne touchez pas à l'armoire, ce sont les seules robes que nous avons. Ces pauvres femmes, elles voulaient tenir un petit peu à leur féminité, avec ça qu'elles avaient quelques robes. Et il y avait plein de choses qui étaient amusantes aussi. Que nous regardions les femmes, comment elles parlaient, comment elles se racontaient des histoires, et les enfants et tout ça. C'est un mishmash que vous ne pouvez pas vous imaginer. Une horreur de vie, je ne le souhaite à personne. Et voilà qu'un jour, mon père, je le vois qu'il arrive avec quelqu'un, et qui pointe vers moi et ma sœur. J'étais justement, il y avait un peu d'herbe là-bas, j'étais avec quelques amis, on jouait, je sais pas quoi, à cache-cache ou je sais pas quoi. Et il pointait pour nous montrer. Et ce terme-là, j'ai vu qu'il écrivait nos noms et quelque chose. Il s'est en allé. Après, ma mère, elle nous a bichonnés, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour qu'on soit propre, qu'on soit bien. Pourquoi? On devait être dans une rangée avec des enfants. Pour être choisis, peut-être nous aurons la chance de sortir de ce camp-là. Ça veut dire qu'il devait nous donner à un groupe, ça veut dire de l'oser. Mais mon père devait signer qu'il nous donnait entièrement à ce groupe et que eux, ils nous protégeront comme ils pourront. Ça veut dire qu'il fallait une séparation. Vous vous imaginez ma mère se séparer de ses enfants. C'était pour elle une horreur, on ne peut pas vous imaginer. Elle est restée avec ma sœur, ma petite sœur, parce qu'elle était assez malade, alors elle s'occupait plus d'elle. Mais au moins moi et ma sœur Rivka, qui avait en ce temps, moi j'avais 10 ans, et elle avait 5 ans. Quand nous sommes allés dans la rangée pour être, il y avait un docteur qui nous auscultait si nous toussions ou quoi. Alors, on avait passé et il nous a dit, vous allez de ce côté-là. Et il y avait un petit garçon derrière moi, il avait peut-être 8 ans. Il toussait à fendre le cœur, vraiment. Il n'a pas été accepté. Imaginez-vous. Jusqu'à présent, je me rappelle de lui. Et depuis ce jour-là, ma mère nous a gardés encore peut-être 4 ou 5 jours. Ensuite, nous sommes montés dans des autos qu'on nous avait amenés. Il y avait un groupe d'enfants, peut-être une cinquantaine cette fois-là. Et j'étais assis, je me rappelle, sur un banc dans dans cette auto. Et ma mère s'est approchée de moi. Et elle m'a dit en yiddish. Il y a quelqu'un qui sait le yiddish ici ou pas? Vous ne savez pas? Enfin, je traduirai. Parce qu'en yiddish, ça sonne autrement. N'oublie pas. Tu es une enfant juive. Fais attention à ta sœur, Rivka. Et ça m'est resté collé. Ce sont les derniers mots qu'elle m'avait dit. Mais moi, en ce temps-là, je regardais beaucoup. Je filmais tout ça, toutes ces images, toute cette vie-là. Je filmais avec mes yeux. Mais je ne parlais pas. Je ne disais rien. Je savais que je devais faire des choses comme on me disait de faire. Vous comprenez, je n'étais plus moi-même. Je n'avais pas le droit. Je devais faire exactement ce qu'on me disait de faire. Et ça a duré pendant 4 ans. À 10 ans, vous imaginez quand ça commence, c'est terrible. Une discipline pareille. Mais je savais qu'il fallait que je fasse attention à ma sœur. J'avais 10 ans, elle avait 5 ans.
Et nous partons avec les autres enfants. Nous arrivons à Montpellier, ça je me rappelle, et on nous met dans un espèce de bureau qui avait l'air enfin comme cette salle-là. Il y avait une table au milieu et il y avait des bols. C'était des gens qui s'occupaient de l'osée. Après, j'ai su que c'était un bureau de l'osée à Montpellier qui était assez caché. C'était dans un sous-sol. Parce qu'on se cachait vraiment en ce temps-là. On avait peur, surtout des Français, de la gendarmerie française, on avait peur. Parce qu'ils dénonçaient aux Allemands et les Allemands, okay. Et c'était la première fois que je voyais des bols. Ça veut dire depuis longtemps que je n'avais pas vu. Et on nous a donné du cacao. Imagine. Ça nous a fait tellement plaisir, c'était merveilleux. Alors je savais qu'au moins quelque chose de bon viendra de tout ça. On portait ce que nous portions, on avait l'air tellement néverdique, vous savez, tellement à faire pitié, c'était terrible. Tous ces enfants qui criaient, qui pleuraient après maman. Il y avait une petite fille qui s'accrochait à moi. Et je ne pouvais pas m'occuper d'elle parce que j'avais déjà ma sœur. Bon, et je vois au milieu, il y avait des femmes qui couraient tout autour de ces enfants. Et puis il y avait une femme qui était habillée, tout à coup est arrivée, habillée en bleu foncé, avec comme une infirmière, et qui pointait vers moi et ma sœur. Et elle a dit, moi je vous prends dans un village, chez une famille, vous n'irez pas pour le moment dans une maison d'enfants. Elle s'appelait Madame, peut-être que vous la connaissez parce qu'elle a été connue en France beaucoup, Sabine Zelatin. Madame Zelatin était une infirmière juive qui venait je crois de Pologne, je sais pas, avec son mari Marion. Et c'était un jeune couple, il faisait partie du Bond. Il y a un groupe socialiste juif qui reconnaît pas Israël, mais qui sont juifs. Le Bond, The Bond, vous pouvez trouver ça chez vous. C'est connu. Même au Canada, il y en a beaucoup qui font partie du Bond. Il y a toutes sortes de juifs dans le monde, il faut que vous sachiez. Et toutes sortes d'idées. Bon. Et elle faisait partie de ce groupe-là. Je m'occuperai de vous. Alors, elle nous a pris dans un village près de Montpellier qui s'appelle Saint-Jean-de-Védas. Vous pouvez retrouver ça ici. C'est déjà accroché à Montpellier beaucoup parce que Montpellier s'est agrandi et c'est presque un faubourg Et nous sommes restés là-bas près d'1 an. Tout à coup, je suis chez une femme qui est veuve, une vraie femme catholique qui allait à l'église et tout ça. Elle avait perdu son mari dans la guerre 14-18. Elle s'était occupée de ses filles. Enfin, ils avaient à peine de quoi vivre. Mais elle avait son petit appartement et elle nous a gardés parce qu'elle recevait du joint, du joint, ça s'appelle. Vous connaissez ce groupe-là, le joint? C'est un groupe américain juif qui s'occupe d'argent pour donner aux gens pendant la guerre. Je ne sais pas maintenant quel groupe c'est, mais en ce temps-là, on les appelait le joint, le joint. Et comme elle recevait un peu d'argent pour nous, et aussi les rations pour la nourriture, alors ça valait pour elle la peine de s'occuper de nous avec sa fille. Et nous allions à l'école du village. Les institutrices, elles nous ont, dans leurs vieilles robes, elles nous ont fait des petites robes. Et une autre femme qui savait faire des bas, tricoter des bas, nous avait tricoté des bas. On portait des chaussures qu'on avait reçues, des chaussures en bois. En ce temps-là, il n'y a pas des chaussures comme aujourd'hui. Les souliers, les semelles étaient faites en bois. Et voilà, mais on était propre, on était bien, pas de poux, pas de saleté sur nous. On allait à l'école, j'avais le droit de lire des livres, moi j'adorais toujours lire, j'étais toujours tranquille, mais lire c'était pour moi, jusqu'à présent, j'adore lire. Alors, je lisais beaucoup, alors j'étais toujours une petite fille tranquille, ce qu'on me disait de faire, je faisais, et j'avais mes petites amies qui savaient du village, qui ne savaient pas que j'étais juive.
ne savaient pas ce que c'était même qu'un juif. Et nous sommes restés un certain temps. Tout à coup un jour, la bonne dame nous dit, écoutez, ça devient dangereux, je ne peux plus vous garder, il faudra qu'on vous mette dans une des maisons d'enfants qui existent du groupe de Lozé. Ils vont s'occuper de vous, moi je ne peux plus vous garder. Et voilà que on me fait un petit ballot avec ma sœur. Et à l'âge de, j'avais 11 ans en ce temps-là, on me met dans un train, on dit, écoute, ce train-là arrivera jusqu'à Limoges, tu arrives à Limoges, tu descends, il y a une dame qui viendra te prendre. En ce temps-là, je n'avais pas de manteau, mais j'avais une petite cape bleue. On lui a signalé que vous aurez toutes les deux une cape bleue, elle viendra vous prendre. Imaginez-vous, en 11 ans, dans le temps où il y avait plein de soldats allemands partout, Limoges était encore c'était pour moi une horreur. Et j'avais peur, je tremblais tout le temps. C'est en ce temps-là que j'ai commencé à trembler. Je tremblais tellement. On ne le voyait pas avec mes mains, mais mon ventre tremblait. À ce point que lorsque je voulais me calmer un petit peu, parce que comme ça, j'essayais de ne pas montrer. Mais je redeviens une petite fille de 10 ans, de 11 ans. Mais je tremblais, je sentais que je tremblais. Il fallait que je me presse sur une chaise pour presser sur mon ventre pour arrêter ce tremblement. Et ça m'est resté longtemps. Après, je vous raconterai pourquoi je vous raconte ça, parce que dans la guerre des 6 jours, ma petite sœur, il y avait des enfants au nord d'Israël. Elle m'a envoyé à Netanya, que j'habitais ici à Netanya, une de ses filles, que je la garde, pour qu'elle n'ait pas les bombardements du nord. Et je voyais qu'elle faisait la même chose. Elle tremblait du ventre. Et elle s'appuyait toujours sur une chaise pour arrêter ce tremblement. Donc, c'est peut-être dans la famille, je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup d'enfants ont souffert de ça. Ils ne montraient pas de dehors parce que c'était une honte. Ils montraient que tu avais peur, mais il fallait retenir ça. Et pour un enfant, elle faisait ce qu'elle pouvait. Donc, je suis arrivée à Limoges, et vraiment une femme, j'attendais, tous les gens étaient descendus. Qu'est-ce qu'on fait? Et je vois de derrière un poteau dans l'extérieur, à Limoges, dans la gare. Tout à coup, une femme vient, elle dit, venez après moi. Et j'étais tellement contente parce que je n'étais plus seule. Il y avait quelqu'un qui allait m'emmener quelque part, je ne sais pas où. Et elle nous a emmenés dans une des maisons d'enfants que Lozé avait ouvert. Lozé a ouvert plusieurs maisons d'enfants dans toute la France. Il y avait Montigny, moi j'étais dans le Couret. Beaucoup plus tard, quand j'ai encore une fois rencontré Madame Zlatin, qui a ouvert elle-même aussi une maison d'enfants près de Grenoble. Vous avez certainement entendu parler de Isieux, les enfants d'Isieux. Elle était la directrice avec son mari. Son mari, le même jour où Barbie de Lyon est venue arrêter ses enfants avec la doctoresse, avec les monitrices, avec quelques instituteurs et tout ça, Madame Zatin n'était pas là. Elle courait toujours pour trouver dans les fermes de quoi faire manger, la nourriture, chez les fermiers. Et quand elle était revenue, elle avait vu les bols par terre et tout cette débandade, et les enfants ont été pris. Et je crois qu'un ou deux est revenu, c'est tout. Le reste a été des petits-enfants. Puis là, il y avait des enfants de 4 ans, 5 ans jusqu'à 16 ans. Son mari a été tué avec deux jeunes qui avaient 15 ans, parce qu'ils avaient commencé à chanter des chansons contre les Allemands, je ne sais pas quoi. Alors on les a tués sur place ils ne sont même pas arrivés à Auschwitz. Et elle était revenue, elle avait vu ça, elle ne savait pas quoi faire. Et imaginez-vous que c'était justement 2 mois exactement avant que les Alliés sont arrivés en Normandie. C'était en avril, et au mois de juin, ils sont arrivés, le 6 juin. Juste 2 mois avant.
Eh bien, moi, je devais faire partie d'Isieux. Madame Zlatin, que j'ai rencontrée plus tard, disait, tu sais, que toi, tu devais faire partie de la maison d'Isieux. Par chance, on t'envoyait dans une maison d'enfants où il y avait un peu de Yiddishkeit. Ça veut dire que une maison d'enfants où on apprenait un petit peu à être pieux. Il y avait un rabbin là-bas qui faisait les prières et tout ça. On était seulement une maison de filles. Il s'appelait le Couret, près de Limoges. Ah, j'en dis, mais comment ça se fait? Eh bien, imagine-toi que ton père, quand il a reçu la fiche pour vos noms et tout ça, en bas, il avait écrit en yiddish. Essayez de faire que mes filles aillent dans une maison pieuse, s'il y en a, une maison d'enfants. Alors vous avez été envoyé au Couret à la place de venir à Isieux. Et que regardez la chance que vous avez eu, le hasard, que vous avez été sauvés, tandis que mes enfants, que moi j'avais la garde, ont tous été pris à Auschwitz. Vous imaginez, jusqu'à présent, je me dis, si je suis en vie aujourd'hui devant vous, c'est vraiment, il y a eu des hasards. Et ici, par exemple, mon père qui avait écrit seulement cette ligne-là, naturellement, mes parents ont été pris, envoyés directement à Auschwitz. Ils ne sont jamais revenus, ainsi que ma sœur, ma grande sœur. Mon frère, lui, il a été un héros, jusqu'à présent, un héros. Il a réussi à sortir sur les barbelés et il a été dans une ferme avec des jeunes qui travaillaient des juifs. C'était près d'Agen. C'est une maison, c'est une ferme qui était connue parce que c'était un endroit, une ferme pieuse. Les gens priaient, enfin, ils se préparaient pour aller en Israël, disons, pour faire un harshara. Et il est resté là-bas quelque temps. Après, ils ont été dénoncés à la Gestapo. Ils ont dû laisser les vaches qu'ils avaient dans les champs libres. Peut-être un autre fermier les prendra. Et eux, ils sont devenus partisans, ils sont entrés dans le maquis. Ça veut dire dans les bois. Ils étaient avec les résistants, ils sont devenus des résistants. Mon frère, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre? On l'envoyait faire sauter des trains avec les Allemands qui venaient avec de leurs munitions. Il était toujours dans des dangers pareils qu'on ne peut pas imaginer. Un jour qu'il était avec un ami, alors il avait dit à cet ami, tu sais quoi, restons encore une nuit dans la campagne, ne rentrons pas dans la ville. Et son ami qui en avait marre, il disait, non, moi je rentre, il fait froid ici, tout ça. Le lendemain, quand mon frère était rentré dans cette ville, il avait entendu qu'il y avait eu une rafle terrible. Beaucoup de Juifs ont été pris et envoyés dans les camps en Allemagne. Et son ami aussi, il n'est pas revenu. Tandis que lui, mon frère, qui est resté encore un jour dans la campagne, en plein air, il est resté vivant. Il a retrouvé encore d'autres groupes de jeunes, dans les bois toujours. Ensuite, il a été dans l'armée de Lattre de Tassigny. Et il était dans l'armée française. D'abord résistant, l'armée française. Et j'ai même des photos qui seront dans des camions, ces soldats juifs qui ont aidé dans l'armée et qui sont passés par Dijon, Mulhouse, Nancy, tous ces endroits-là. Et quand il est arrivé à la frontière d'Allemagne, il a dit, je m'arrête, je sors de l'armée. J'ai fait mon devoir, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'en ai eu assez. En Allemagne, je ne rentre pas. Je reste en France. Et pour ça, il a reçu 4 certificats pour venir en Israël. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, moi, j'ai été dans cette maison d'enfants. Et puis, on a été aussi... C'était devenu très dangereux. La directrice que nous avions en ce temps-là, parce qu'il y avait une directrice aussi, qui s'était enfuie en Suisse et nous a laissés toutes seules, toutes les filles,
au château du Couret, c'est près du château, c'est vraiment un beau château. En ce temps-là, j'ai passé par plusieurs châteaux. On avait faim, mais on a passé par des châteaux. Cette directrice-là, elle était une éclaireuse de Strasbourg. Et elle a décidé que nous ne resterions pas dans le château pendant la journée, on irait dans les bois, au cas où des Allemands viendraient pour nous arrêter, parce qu'ils prenaient tout ce qu'ils voyaient en ce temps-là. C'était déjà en 1942, 43, 42. Alors, ils prenaient les enfants, enfin, il y avait un temps où ils prenaient seulement les filles quand elles avaient 16, 17 ans. Après, ils sont arrivés comme chez Madame Sabine Zlatin, on a pris toute la colonie des enfants, même s'ils étaient petits et tout ça, on les a tous envoyés à Auschwitz. Je suis restée au Couret un certain temps. Pendant le jour, on allait dans les bois, on jouait les éclaireuses, enfin c'était assez bien. Mais chacune devait s'occuper de soi-même. Moi, je m'occupais tout le temps de ma sœur. Elle était petite, je lui lavais son linge, enfin je m'occupais d'elle, enfin j'essayais de mon mieux et de moi-même. Il y avait des filles qui venaient d'Allemagne. Quelles étaient les filles qui avaient là-bas? D'Autriche, d'Allemagne, du Luxembourg, de Belgique, de Roumanie, il y avait aussi des filles, de Hongrie, et toutes étaient des filles avec des manières merveilleuses. Je me rappellerai toujours, il y avait dans ce Couret qui était... jusqu'à présent, il y a ce château du Couret. Vous pouvez le trouver exactement. Ça appartient maintenant, je crois, à une équipe qui fait à partir de l'électricité, je crois. Les enfants, on les envoie là-bas en vacances. Et c'était une très très belle maison. Et je me rappelle qu'on montait au grenier, on trouvait dans toutes sortes de boîtes, on trouvait toutes sortes de choses là-bas anciennes que les propriétaires avaient laissées. Enfin, les enfants, ils fourrent toujours partout. Il y avait un beau jardin, il fallait qu'on s'occupe, on faisait pousser des tomates pour qu'on ait pendant l'été pour manger, et des pommes de terre surtout. Et on était quand même occupés. Mais les filles, elles avaient reçu, certaines qui étaient grandes, elles avaient reçu une éducation tellement, tellement belle, surtout celles qui venaient d'Allemagne et d'Autriche. Je me rappelle, j'avais toujours cette fille, comme elle jouait du piano. Il y avait un vieux piano dans un coin, dans le grand salon, qu'on appelait le grand salon bleu, et dans un coin, et elle jouait là-bas. C'était merveilleux de la voir. Il y avait des filles avec des manières à table, comment se conduire. Ne jamais mettre les coudes sur la table. Et de manger la bouche, ne pas parler quand vous avez la bouche pleine. Vous savez, des façons de se conduire merveilleuses. Je ne sais pas si les enfants aujourd'hui se conduisent comme ça, et c'est dommage, mais c'était des manières merveilleuses. J'ai appris là-bas des choses splendides. Et aussi ce qu'elles apprenaient, il y avait une vieille machine à coudre. Alors je me rappelle qu'il y avait une fille qui était plus grande que moi. Elle m'avait appris comment coudre, vous savez, sur une machine à coudre. Et enfin, plein de choses qu'on faisait. Et puis, qu'est-ce que nous avions aussi? Quelque chose de merveilleux. Un beau jour est arrivé chez nous. Qui c'était? C'était un groupe de jeunes garçons, 18, 19, 20 ans. Ils étaient des garçons qui allaient d'un endroit à l'autre et qui jouaient du théâtre. Ils avaient appris du théâtre, je ne sais pas quoi. Et parmi eux, il y avait un jeune garçon blond, je me rappelle. Et c'est alors que j'ai appris qui était Molière, parce qu'il avait joué Molière devant nous. L'avare, je me rappelle. Et qui c'était? Marcel Marceau. Le mime. Le mime. Et il commençait à faire le mime. Il est né vraiment doué et il montrait ça
Mais je ne savais pas qu'il était qui il était. On ne savait pas, on savait seulement qu'il était un garçon qui allait d'un endroit à l'autre. Ils étaient un groupe comme ça. Et je me rappelle qu'il nous avait fait jouer plusieurs choses, et surtout de Molière. Et enfin, c'était l'éducation que nous avions reçue. Un petit peu dictée, un petit peu de calcul, mais rien de spécial, pour nous faire passer le temps. Et ça, je me rappelle que j'avais vu Marcel Marceau parce que après, longtemps après, j'ai eu la chance qu'il soit un de mes guides, disons, dans l'école où j'étais, près de Paris. Dans ce temps-là, il était un jeune garçon de 19, 20 ans peut-être, maigre comme je sais pas quoi, et avec ses amis aussi. Ils allaient dans un endroit ou l'autre. Chez nous, ils avaient trouvé un endroit où dormir, parce qu'ils s'enfuyaient en ce temps-là, les jeunes, on les attrapait, on les envoyait au travail forcé en Allemagne. Bon, ça c'était, cet endroit s'appelait Le Couret. Vous pouvez le trouver même dans vos machines, vous pouvez trouver l'endroit. Le Couret, oui, c'est près de Limoges. Et un jour, comment? On peut isoler là-bas, le Couret. Oui. Mais c'était un endroit charmant, un bel endroit. On allait dans les bois et au printemps on trouvait des fraises, on était contents. Vous savez, les fraises sauvages, parce qu'on n'avait rien de sucre. Oh, quelque chose que je dois vous dire. Pendant toutes ces années, on n'a jamais vu un dentiste. Et après la guerre, je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais eu mal aux dents? Vous savez pourquoi? On n'avait pas de sucre. Pas du tout de sucre. Alors au moins on a gagné ça quand les dents ne se sont pas abîmées. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées quand on est jeune. Et on a vécu, vous savez, le soir, on allait dormir des fois dans les étables chez les fermiers pour ne pas être dans cette maison au cas quelqu'un nous dénoncerait, viendrait, parce que c'est arrivé. Un jour, il y avait c'était des sergents, la gendarmerie, qui sont venus et ils ont pris toutes les filles qui avaient, quel âge elles avaient? Plus de 16 ans. Elles ne sont jamais revenues. Ils les ont arrêtées, on les a envoyées dans les camps, elles ne sont jamais revenues. Alors la directrice, elle avait compris ce que c'est. Alors elle nous envoyait pendant les jours dans les fermes et tout ça, nous baladions, ne pas être toujours en groupe. Un jour, c'est devenu très très dangereux et elle a reçu l'ordre de l'oser. On nous a changé les noms. Moi, je m'appelais j'ai un nom très germanique, Eva Turschneider. Ça veut dire un petit peu comme tailor, vous savez, tailleur comme ça. Alors, on m'a changé le nom et on m'a donné le nom de Yvonne Drapier. Pourquoi ils ont fait, et toutes les filles ont eu des noms qui ont été changés. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Ceux qui ont essayé de changer les noms, ils l'ont fait avec beaucoup de compréhension. Vous prenez un gosse de 4 ans, vous lui changez le nom, il ne se rappelle plus le nom qu'il avait avant. Alors, pour les gens de l'agence juive de l'OSE, pour peut-être essayer après de retrouver ces enfants. Parce que nous avons été cachés chez des goïms, on nous a envoyés dans des maisons d'enfants où il y avait seulement des enfants français. Alors il fallait changer nos noms. Alors quelque chose qui s'accroche à leur nom même. J'ai un ami qui venait d'Allemagne et qui s'appelait Kalman, c'était tellement allemand. Kalman Scherdobitz, quelque chose comme ça. Alors on l'a changé son nom pour, je crois, Georges Semoule. Pourquoi? Il y a le S, parce que son nom commençait aussi par un S. Au cas, après la guerre, qu'on puisse retrouver les noms des enfants pour trier, pour trouver quelque chose, parce que les enfants ne se rappellent plus.
Alors moi, on m'avait changé mon nom pour Eva Drapier. De Chava Torschneider, je suis devenue Yvonne Drapier. Et jusqu'à présent, quand je rencontre mes amis, on était cachés pendant la guerre, elle m'appelle Yvonne. Elle ne m'appelle pas Eva, elle m'appelle Yvonne. C'est bien. Et voilà qu'un jour, vraiment, la maison d'enfants ne pouvait plus nous garder. C'était devenu trop dangereux. Il a fallu se séparer. Et moi, j'ai fait toute la France hein, avec ça. J'ai été quelques mois ici, quelques mois là. Et avec ma sœur et tout un groupe de petites filles, nous avons été envoyés dans les maisons des colonies du maréchal Pétain. Vraiment, comme on dit, après on nous a dit que quand je suis allé dans les bureaux de Lausée, alors je leur ai dit, comment ça se fait que vous avez trouvé ces endroits-là et tout ça? Le meilleur endroit pour vous cacher, c'était dans la gueule du loup. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans les maisons d'enfants du maréchal Pétain, là-bas, nous avons été envoyés un certain groupe, avec une dizaine. D'autres filles sont allées dans des couvents. D'autres filles sont parties en Italie à pied. D'autres filles en Espagne aussi. Enfin, partout on nous a séparés. Et voilà que je me trouve maintenant dans un groupe, dans une maison d'enfants, sur la Loire, dans un château, le château des Basses-Fontaines, qui existe jusqu'à présent. Un très très beau château, où il y avait seulement des enfants goïm, des Français. Qui étaient ces enfants? Vous n'allez pas croire. C'est quand j'ai parlé avec ces enfants, quand on était dans le dortoir, parce qu'on était toujours dans un dortoir. Il ne fallait pas qu'ils sachent qu'on est des juifs. Il fallait cacher ça. Moi, je m'appelais Yvonne Drapier. Alors, bon, Yvonne Drapier, d'où vient ton père? Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Alors, il fallait que je dise que mon père, il était un chiqueur. Ça veut dire qu'il buvait beaucoup et il nous a laissés dans la rue et que ma mère était je ne sais pas quoi et on était restés dans la rue et l'entraide du maréchal nous a trouvés parce que le maréchal voulait se faire valoir comme un bon bonhomme et alors il avait ses maisons d'enfants de l'entraide du maréchal Pétain, naturellement, et nous étions envoyés dans une de ces maisons-là qui s'appelait les Basses-Fontaines. C'était un très très beau château. Seulement la directrice savait que nous étions juifs. Les monitrices, tout le personnel ne savait pas. Et nous étions habillés comme les enfants des Basses-Fontaines. On avait des petites jupes, une blouse bleue. Enfin, c'était un uniforme. On était par équipe, les grandes, les plus petites, enfin tout ça. On avait des noms d'animaux. Moi, je faisais partie du groupe des cerfs. Il y avait toutes sortes de noms qu'on donnait des animaux. Et même les monitrices, elles avaient les noms de fleurs ou d'animaux. Et voilà, on était parmi maintenant avec des filles qui n'étaient plus juives, qui étaient des filles françaises. Et d'où elles venaient ces filles, ces enfants-là? C'était des enfants qu'on trouvait dans les rues de Paris, qui étaient délaissés par leurs parents. C'était la guerre, il n'y avait pas de quoi manger. Moi, j'ai connu Paris quand c'était affreux. Après, plus tard, oui. Paris n'était pas Paris qui est aujourd'hui. C'était tout à fait différent. Elle était en loques, on peut dire, comme une vieille dame, vieille, terrible, avec des loques sur elle. Comme ça, c'était Paris. Pas de lumière ni rien du tout. Bon, alors, ces enfants venaient. Alors, moi, j'écoutais les histoires de ces enfants-là. Et il fallait aussi que je raconte mon histoire. Que mon père était un soulard, lui qui est un bonhomme qui était tellement un vrai père de famille, pieux, et qui tenait une maison tellement comme il fallait, et tout ça. Et ma mère, de dire que c'était une femme des rues et tout ça, parce que ces enfants venaient vraiment de parents, ils venaient de Ménilmontant, ils venaient, je ne sais pas, d'endroits qui n'étaient même pas le centre de Paris. On les trouvait dans les rues, alors on les envoyait dans des maisons d'enfants sous la garde du maréchal Pétain. Et voilà que je me trouve dans une de ces maisons-là, et je me suis fait beaucoup d'amis jusqu'à présent.
Et nous sommes restés là-bas jusqu'à ce qu'un jour, et c'était tout près d'un camp d'Allemands, de soldats allemands, imaginez-vous. Il y avait un champ de blé, je me rappelle, et après il y avait le camp de ces Allemands. C'était un camp où ils faisaient, c'était des gens, des gens des forgerons, qui arrangeaient les machines, les voitures, enfin pour leur personnel. Mais c'était un camp d'Allemands. Alors il fallait faire attention de ne pas arriver là-bas, de ne pas s'occuper. Pourtant, il y avait quelques monitrices qui faisaient, on leur faisait la cour, alors elles allaient avec ces Allemands-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était pendant la guerre. Des fois, elles recevaient quelque chose à manger, ou peut-être de dragées, je ne sais pas ce qu'elles recevaient. Vous savez, pour rien. Bon, alors il fallait vivre avec ça, et il fallait surtout nous faire attention de ne pas nous faire valoir. Surtout pas. Parce que les enfants juifs, ils sont toujours intéressés à lire, à écrire. Je voyais aussi, même chez les petites juives aussi. Parce que je savais qui était juif. Imaginez-vous qu'à la fin de l'année, que je suis là-bas, dans cette maison, la maison des Basses-Fontaines, le château des Basses-Fontaines, excusez-moi, c'est sur la Loire, c'est pas loin non, de ce grand château, non, de François Ier. Enfin, c'est sur la Loire. C'est un beau château, près de Beaugency. Voilà, ça je me rappelle. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. C'était une maison d'enfants, je crois, du gouvernement. C'était une très ancienne, belle maison. Et on avait nos dortoirs. Et on était parmi les enfants qui n'étaient pas juifs. Il y avait une petite chapelle. Certaines filles allaient prier là-bas. Certaines non. Mais toutes ces filles-là venaient des endroits de Paris, surtout de Paris, des endroits où il y avait les pauvres qui habitaient, dont les mères n'étaient plus des mères, qui avaient délaissé leurs enfants dans les rues, et c'était le gouvernement qui s'était occupé de ces enfants-là. Alors, nous étions parmi ces enfants-là, cachés, au moins. Je me rappelle seulement qu'une fois, seulement la directrice que nous appelions Gazelle, Madame Chopard, elle savait que nous étions juifs. Un jour s'est amené un homme qui à peine pouvait marcher. C'était un jeune garçon, il avait peut-être 20 ans. Il était le frère d'une des fillettes avec qui j'étais caché là-bas. Nous étions peut-être une vingtaine de filles, petites et plus grandes. Alors, déjà à l'âge, j'avais déjà 12 ans, près de 13 ans. Et on était par groupe, les grandes, et puis les petites et les moyennes. Et voilà qu'arrive ce garçon-là, complètement blessé de partout et tout ça. La directrice, elle a compris, elle l'a pris dans l'appartement qu'elle avait, s'est occupée pendant plusieurs jours. Et ce garçon-là, il avait quelques papiers de sa famille. Il était juif. Sa sœur était parmi les enfants qui étaient cachés avec nous. Mais les monitrices, les institutrices là-bas ne savaient pas. On était cachés. Et la directrice, elle a fait la chose qu'elle ne devait pas faire. Elle a quelques papiers qu'il lui a demandé de cacher chez elle jusqu'à la fin de la guerre. Elle les a pris, elle a mis dans son coffre-fort. Il y a quelqu'un qui l'a dénoncé. Parmi les gens qui faisaient la cuisine ou je ne sais pas quoi. Et voilà qu'arrive, je me rappelle, 2 voitures de la gendarmerie qui viennent contrôler, qui viennent chercher parmi les papiers ce qui se passe là-bas. Et la directrice, après, elle m'a parlé avec moi, elle disait, je me voyais déjà au mur et qu'on allait me tirer dessus, tout ça. S'ils ouvrent le coffre-fort et qu'ils trouvent ces papiers qu'il avait de sa famille, qu'il voulait qu'elle garde, je ne sais pas ce que moi j'aurais. Certainement on me tuera. Mais voilà que le coffre-fort, par chance, ne s'est pas ouvert. Il y avait quelque chose qui a mal marché, je ne sais pas quoi, ils ne sont pas arrivés. Ils ont dit, nous reviendrons demain.
vous avez été dénoncé, vous gardez ici, je sais pas quoi, des gens, et tout ça, vous avez des papiers, vous avez eu un homme qui est venu ici, ça. Et elle se faisait comme si elle ne savait de rien, mais elle a su après qui lui avait dénoncé. C'était une fille qui travaillait dans la cuisine, je sais pas quoi, qui voulait recevoir encore une bouteille d'huile, alors on lui a donné pour qu'elle dénonce les gens. Alors, le lendemain, elle a fait venir un serrurier pour retirer ces papiers-là, pour les enfouir quelque part. Et le serrurier, heureusement, a réussi à ouvrir ce coffre-fort. Elle a retiré les papiers, les a enterrés quelque part, je ne sais pas où. Et après, elle m'a raconté ça plus tard, bien des années après. Et elle a refermé le coffre-fort, mais ils ne sont pas revenus, les gendarmes. D'autres raisons, ils ne sont pas revenus, heureusement. Et voilà, mais elle se voyait déjà au mur et qu'on allait tirer sur et en finir avec elle. On a passé par plusieurs choses comme ça, parce que toujours on a été dénoncé. La preuve, c'est que de là-bas, nous avons dû partir vite en camion, tout le groupe des juives, des petites filles juives. Les autres ne savaient pas qu'on était juifs. Seulement qu'il fallait que nous allions dans une autre maison d'enfants. Et nous sommes allés près de Chinon, au château du Coudray. C'est un château du Moyen-Âge. On a été cachés là-bas. Ce château, aujourd'hui, si vous allez en France, et si vous voulez voir le château du Coudray, c'est maintenant un hôtel 5 étoiles, je crois. J'ai vu le directeur qui a acheté ça, qui l'a changé en un hôtel. Avec des douves et tout ça, imaginez. Pour moi, c'était très intéressant, parce que de chaque endroit où je passais, moi j'avais mes coins que je cherchais. Par exemple, au Basse-Fontaine, j'avais trouvé dans un donjon, j'avais trouvé une bibliothèque. Je savais le français. On me trouvait toujours sur les rayons où il y avait des livres. J'étais toujours fourré là-bas. Et je lisais toujours. Je lisais des livres. C'était pas une littérature pour enfants, mais c'est ce que j'avais. Je n'avais rien d'autre. Et je me rappelle qu'un jour, mais ça il faut que je vous fasse remarquer, un jour on avait décidé pour savoir le degré de connaissance des enfants. Alors on avait fait une dictée, un petit peu d'arithmétique et tout ça, et on a fait cette dictée-là et tout ça, chacun dans sa classe. Et après, j'ai vu que celle qui recevait le premier prix, et sans qu'elle le sache, les monitrices ne savaient pas, c'était des petites juives. Vous rigolez? Pour vous dire, je ne sais pas si ce sont les gènes ou quoi, mais c'est moi qui avais remarqué. Qui me disait, mon Dieu, elle est dans cette classe-là. Et qui est la première? C'est Denise. Et dans cette classe-là, des petites, c'est Louise. Et dans ma classe aussi, les petites juives étaient toujours les premières. Ça, je vous le dis à vous, hein. Je ne l'aurais pas dit à mes amis. Mais seulement pour vous faire comprendre qu'il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui marchait. Et ça, moi, je savais seulement moi-même et la directrice. C'est tout. Bon, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Un jour, naturellement, à cause du campement des Allemands que nous avions tout près, c'était toujours bombardé par les Anglais. Leurs avions s'appelaient... j'avais un nom spécial. C'était des petits avions et ils bombardaient les endroits. C'était entre Blois et Tours. Beaugency se trouve entre Blois et Tours, le château du Coudray. C'est tout près du château de Chambord. Voilà, je ne me rappelais pas. Tout près du château de Chambord. Là-bas on était. Naturellement, au printemps, on avait toujours des fraises dans les bois, dans les clairières. On allait toujours chercher quelque chose à manger, parce qu'à manger, on n'avait pas. Mais au moins, on était propre. Et on était très amis avec les petites filles de Paris. J'ai appris sur Paris énormément. Et surtout les endroits qu'il ne fallait pas savoir. De ces petites filles-là, mais n'empêche. Et moi, comme moi, j'étais la fille, je devais montrer, ça veut dire si on me demandait, il fallait que je dise que mon père buvait beaucoup de vin, alors
Vous vous imaginez dans quel genre de vie qu'on avait? Excusez-moi, j'ai une question de tout à l'heure qui me... quand vous deviez mentir comme ça, comment ça se passait dans votre intérieur? Ouais, dans mon intérieur, ne me demandez pas. C'était horrible. C'est-à-dire de mentir comme ça avec facilité, entre guillemets, pour que ça ne paraisse pas. Il fallait, on jouait très bien. Les filles, même, je regardais même les petites, hein, quand elles avaient mal quelque part et tout ça, eh bien, comme moi j'étais parmi les grandes, on était quelques-uns, on avait les petites sœurs, alors on leur faisait, elles savaient qu'il ne fallait rien dire sinon on nous prendrait et on allait mourir. Elles ne savaient pas ce que c'était que la mort. Moi non plus je ne savais pas ce que c'était que mourir, mais je ne voulais pas mourir, certainement pas. Et je ne voulais pas entendre les Allemands. Parce que quand je vois un Allemand, je les vois toujours en bottes, avec le casque, et c'était horrible. Et voilà qu'on se trouve dans ces châteaux-là, avec ces enfants-là, et on est bombardé plusieurs fois. Un jour, on a été bombardé aux Basses-Fontaines d'une façon, je me rappelais seulement une phrase que ma mère m'avait, deux prières. Shema Israël, la première phrase. Alors je l'avais dit, et je me dis, petit, je suis certaine que cette phrase-là nous a sauvé des bombes. Parce que ce sont des Anglais qui bombardaient le camp des Allemands qui était tout près du château. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec les filles. C'était un grand dortoir immense. Et on couchait en dessous des fenêtres. Il y avait de hautes fenêtres. C'était un château quand même. Toutes les vitres étaient tombées sur nos lits. On tremblait. Le château avait tremblé. Imaginez-vous un château avec des murs pareils qui tremblaient. Et on avait terriblement peur, les enfants couraient de partout, et les bombes étaient tombées juste peut-être quelques mètres. On fait 2 trous immenses, comme d'immenses piscines. Il y avait je me rappelle, des boulettes de terre partout, sur zéro d'or. On avait une peur, vous ne pouvez pas vous imaginer, de vivre comme ça. Et quand même, on a vécu, on n'avait pas le choix. C'est ça, on n'avait pas le choix. C'était ça ou la mort. Ça, on savait. Alors, on se gardait. Et même les petites, qui étaient beaucoup plus jeunes, elles savaient qu'il fallait être comme on était. On peut demander à des enfants beaucoup de choses qu'ils savent garder. Alors, c'est vraiment le danger qui est devant eux. Et on était en danger tout le temps. La preuve, c'est que toujours, il fallait qu'on passe d'une maison d'enfants à l'autre pour nous sauver des gens qui nous dénonçaient. Ils disaient, oh, il me semble qu'ici il y a quelque chose comme ça. Et une autre fille, une fille de paysanne qui disait, il me semble que j'ai entendu un mot, je sais pas quoi, qui était étrange. Ça suffisait à la gendarmerie pour venir et pour contrôler tout ça. Alors nous sommes passés dans un château, près de Chinon. Le château où on a été réveillés très tôt le matin, tout notre groupe, on était 20, vite dans un camion et on est parti. Je me rappelle qu'en chemin, j'ai vu le château de Chambord, qui était tout, pas comme aujourd'hui. Et nous avons continué en camion. Nous avons passé beaucoup, il y avait beaucoup d'armées allemandes, beaucoup d'Allemands qui passaient. C'était horrible à voir. Vous voyez qu'ils étaient les conquérants de la France. C'était une situation horrible. Il n'y avait pas à manger en France, imaginez-vous. Il y a des gens qui se traînaient dans les fermes pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Et puis il y avait aussi beaucoup, comme j'avais une amie qui couchait près de moi, et son père avait acheté quelques fermes parce qu'il faisait des affaires avec les Allemands. Alors il s'était enrichi, imaginez-vous. Il y en avait aussi des Français pareils, vous savez, qui ont fait une bonne main avec les Allemands pour se faire de l'argent. Donc nous avons passé dans cette maison le château du Coudray, qui existe jusqu'à présent. Ça se trouve pas loin de Chinon. Et j'ai connu très bien Chinon parce qu'on allait à pied jusqu'à Chinon. 50 ans plus tard, j'ai été invitée par une des directrices du château de Coudray, château de Coudray-Montpensier. Vous pouvez trouver ça sur votre château de Coudray-Montpensier, qui est un très très beau château du Moyen-Âge, dont moi je connais tous les grands coins,
parce qu'on était comme ça les enfants, on n'avait rien à faire. Les douves, enfin, tous les endroits on connaissait. J'ai même raconté à la directrice, bien des années plus tard, qu'il y avait une chambre qu'on appelait la chambre dorée, parce que c'était une chambre ancienne du Moyen-Âge où le maître séant de l'endroit, quand il faisait venir les paysans qui ne payaient pas ce qu'il fallait payer, il y avait une trappe, et je leur ai montré qu'il y avait une trappe, et ils ont retrouvé cette trappe-là, qui tombait directement dans une prison beaucoup plus profonde. Ils envoyaient leurs paysans dans cette trappe-là. C'était un château vraiment très ancien, qui existe jusqu'à présent. Je leur ai montré beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas les gens, parce qu'on avait bâti par-dessus, on avait mis des pierres, enfin, vous savez, du béton. Et alors ils ne savaient pas qu'en dessous de cet endroit-là, il y avait des trappes. Enfin, c'est ce qu'on peut trouver jusqu'à présent de ces châteaux-là. Mais les enfants, ils trouvent toujours toutes sortes de choses pareilles. Attendez, je vais voir un petit peu. Dans ce château-là, il y avait quelque chose d'horrible que j'ai lu là, que j'ai vu qu'il y avait. Il y avait des Allemands qui venaient en voiture, et comme dans ce château, il y avait jusqu'à présent, ça existe. C'est vraiment des salons un après l'autre, dont il y avait un concierge qui avait la clé. Ça appartenait à une famille qui, je ne me rappelle plus le nom maintenant, mais qui faisait des avions. Ils étaient partis, ils s'étaient enfuis en Angleterre. Dassault. Comment? Dassault. Non, attendez. Je le sais, mais pour maintenant, je ne sais pas. Mais ils sont connus, ils sont vraiment très connus. Ils avaient mis dans cet endroit-là, dans ces salons-là, ils avaient mis des meubles merveilleux. Il y avait un concierge qui gardait les clés et tout ça. Imaginez-vous qu'il y avait des officiers allemands qui savaient qu'il y avait là-bas des trésors et qui le forçaient à ouvrir. Et chaque fois, je me rappelle qu'ils avaient leur camion et ils remplissaient de meubles français des anciens, des meubles de valeur. Moi, j'ai vu ça, c'était horrible. Vous savez, je le raconte en 2 mots, mais quand on voit ça, c'était terrible. Des fois, dans mon lit, j'en pleurais quand je voyais ça. Et il y avait des Allemands qui venaient, la directrice devait les recevoir. Et aussi, elle était la seule qui savait qu'on était juive. Et après un certain temps, nous sommes revenus aux Basses-Fontaines. Et là-bas, c'était déjà le temps où il y avait beaucoup de bombes qui tombaient sur Blois, sur Tours. Et on voyait ça de loin. Hein. C'était ces bombardements. Mais le fils de la directrice, cette gazelle, le fils qui nous disait, c'est pour notre bien. Il ne nous disait pas c'était à la fin de la guerre, c'est pour notre bien. Et ça, je me rappelle de lui qui disait, on était bombardés, c'était pour notre bien. Imaginez-vous. Bon, et je me rappelle même qu'un avion était tombé dans une clairière pas loin du château des Basses-Fontaines. Et comme on était des petites filles, nous sommes allés là-bas. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu l'avion qui était anglais brûler complètement. Et je me rappelle comme aujourd'hui, le cadavre de l'aviateur était encore accroché au volant, exactement. Et je crois qu'il avait essayé de se faire parachuter. Et il y avait beaucoup de morceaux de toile, enfin de soie, c'était en soie. Et nous arrachions ça pour nous faire des mouchoirs de ce parachute qui était accroché à l'arbre. Ce que les enfants font, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voyez. Et puis je me rappelle encore de ce cadavre, tout était noir, toute la clairière, mais au moins il était tombé dans cette clairière, pas sur le château où nous étions. Nous avons passé par des misères terribles, je peux vous dire. Des fois je me demande comment ça se fait que je vis encore. Et voilà qu'un jour, nous avons été bombardés, vous ne pouvez pas vous imaginer.
On pouvait à peine s'entendre l'un et l'autre. On avait peur de tout. Et c'était le 5 juin 1944. Le lendemain, les Alliés étaient descendus à Normandie. Donc ils avaient bombardé ce qu'ils pouvaient en France pour faire peur certainement aux Allemands. Et le lendemain, c'était quand ils sont arrivés en Normandie. Et quelques jours plus tard, nous avons été libérés. Et voilà quelques jours après, nous voyons une Jeep qui arrive au château. Une Jeep avec des Américains, le casque de côté, des chaussures basses, pas avec les chaussures des Allemands qui étaient très hautes, des chaussures basses, et ils sont là, et puis ils sont en train de faire avec la bouche comme ça. On ne savait pas ce que c'était. Et voilà qu'ils commencent à nous donner à chacun un petit truc de papier. Il nous dit, mangez ce qu'il y a dedans, mais ne l'avalez pas. C'était du chewing-gum. C'était la première fois de notre vie que nous voyions du chewing-gum. Et ces Américains avec les pieds en dehors de la Jeep. Vous savez, quand vous vous rappelez les Allemands, comme ils avaient l'air, comme ils marchaient et tout ça, et tout à coup ces Américains, c'était... Alors on s'était senti vraiment, c'était la fin, c'était libre. J'ai été envoyé avec ma soeur et quelques amis pour retrouver ma petite soeur qui se trouvait à la maison de Sèvres, près de Paris. Vous savez le pont de Sèvres? Il y a là-bas la céramique qu'on fait, non la porcelaine de Sèvres. Dans la grande rue, il y a une montée là-bas. Il y avait aussi un endroit qui appartenait aussi au gouvernement. Et il y avait une femme qui avait caché là-bas, dont je veux parler d'elle parce que pour moi, c'est une héroïne. Une Française de Bretagne qui est vraiment forte. Et elle a sauvé plus de 100 personnes dans la maison d'enfants qu'elle gardait. Oui. Ça s'appelle la colonie de vacances du maréchal Pétain, mais elle gardait là-bas des juifs, beaucoup. D'abord parce que son mari était juif. Et il avait dû quitter l'endroit, cette maison d'enfants, pour se cacher dans les Alpes, je crois, chez des amis. Elle était restée seule avec les monitrices. Les monitrices ne savaient pas qu'il y avait des juives, il y avait des enfants, il y avait quelques monitrices qui étaient aussi juives, il y avait une femme. Et comme ma sœur, après, elle a passé par des hôpitaux, un et l'autre. Et Marcel Marceau, il faisait des passages d'enfants en Suisse. Quand il jouait, oh oui, il a fait beaucoup de choses, on ne sait pas. Il était jeune, il emmenait des enfants en Suisse, il les faisait sortir des fermes où ils étaient des enfants juifs maltraités. Il y avait beaucoup d'enfants qui ont été maltraités, des fermiers. Et puis il avait emmené de l'hôpital ma petite sœur, qui avait déjà, avec la guerre, 2 ans passés, 3 ans passés, elle avait déjà 6 ans, dans cette maison de Sèvres, qui se trouve près de Paris, et dont je vous parlerai maintenant, et avec ça nous finirons, parce que je vous ai gardé beaucoup de temps. C'est seulement pour vous dire qu'avec tout ça, il fallait toujours, dans chaque endroit où nous passions, la dame a demandé comment les enfants se conduisaient. On nous disait toujours, il faut toujours que vous soyez la dernière. Si vous savez une question que l'institutrice allait vous demander, vous êtes la dernière à lever votre doigt. Faites comme si vous étiez très modeste. Ne pas vous montrer que vous saviez. Alors il fallait se retenir. Mais toutes nous savions, il fallait toujours se retenir. D'abord, la question qu'une autre réponde. Et après, vous pouvez répondre. Et ça, il fallait être éduqué comme ça. On s'est éduqué à se retenir pour ne pas faire montrer qu'on était plus intelligente ou quoi, qu'on savait plus, qu'on savait mieux. Il y avait même des petites. Il y avait quelques petites filles. Je me rappelle au château du Curé, il y avait un curé qui venait une fois par semaine. Il y avait une très belle chapelle là-bas, du château qui appartenait au château, au propriétaire qui avait vendu ce château, je ne sais pas. Eh bien, il venait
Alors il disait, les enfants qui veulent venir prier. Alors je me rappelle, il y avait 2 petites filles juives qui étaient rentrées et qui avaient aussi appris à se mettre à genoux. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'était de pauvres gosses. Seulement après, quand elles ont passé dans d'autres maisons, ils ont compris. Elles étaient devenues plus grandes. Mais il fallait jouer le jeu comme on nous le demandait. Et les enfants ont fait ça très très bien. La preuve qu'on est resté tout en vie. Et notre dernière station, c'était justement à la libération de Paris. Je suis arrivée justement quand les gens couraient dans les rues, les toiles étaient entourées de sacs de sable, ainsi que la Tour Eiffel et l'Opéra, je me rappelle, et tout ça. Plein de sacs de sable. Les gens couraient, se battaient dans les rues. On essayait de faire enfuir les Allemands. On a passé dans des endroits, on ne peut pas s'imaginer. À Sèvres, on allait dans les abris, parce que toujours il y avait les sirènes qui... je ne peux même pas mentionner ce qui se passait dans ces abris-là. Enfin, nous avons fait tout ça, et cette femme qui s'appelle Yvonne Haguenauer, son mari qui était juif, était alsacien, cette directrice, elle a sauvé près de plus que 100 personnes. Je me rappelle qu'après la guerre, ma petite sœur qui était toute naïve, elle disait, tu sais, au grenier, il y a 2 femmes qui habitent là-bas, qui sont là-bas, et elles nous réparent nos soquettes, nos bas, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de bas, on reprisait. Elles nous reprisaient les bas et elles nous lavaient le linge et tout ça. Et puis, parmi ces deux femmes-là, il y avait une qui était complètement muette. Elle ne parlait jamais. On voyait qu'elle comprenait, mais elle ne parlait pas. Et après la guerre, elle s'est mise tout à coup à parler. Je ne sais pas comment ça se fait. Une muette qui se met tout à coup à parler. C'était une femme juive qui avait un accent polonais terrible, juif, yiddish, et qui savait un petit peu de français, mais pas assez pour ne pas, elle voulait pas se faire remarquer, elle voulait être cachée, alors elle s'est fait muette. Et il y avait aussi une autre femme, aussi qui travaillait là-bas, et qui aussi faisait tout pour qu'on la remarque pas. Il y avait une qui épluchait là-bas dans la cuisine, enfin, les légumes et tout ça, aussi, qui était juive. Elle gardait les francs-maçons. Oui, l'économe était un franc-maçon, et les Allemands étaient après les francs-maçons terriblement. Enfin, c'était un endroit. Si les Allemands auraient trouvé cet endroit, ils auraient pris toute la maison. Et elle avait gardé ces gens-là. Comment ça se fait? C'était pas un monastère, non, un couvent. Avant, c'était un endroit, un couvent, qui était entouré d'un mur, à Sèvres même. Il fallait monter par des escaliers anciens pour arriver à cet endroit-là. Donc, c'était assez caché. Et comme les gens qui habitent en banlieue avaient leur petite maison, et peut-être qu'ils savaient ou ne savaient pas ce qui se passait, mais ils étaient vraiment tranquilles, ils ne disaient rien, ils ne faisaient pas valoir ce qui se passait dans cette maison-là. Et cette goéland, je lui ai fait avoir, après de Yad Vashem, elle a eu la médaille des justes, ainsi que Gazelle du château des Basses-Fontaines, oui, les deux, mais elles ne vivent plus. Ce sont de grandes dames, parce qu'elles ont gardé des petites filles juives, et des femmes aussi adultes, et qui sont restées en vie quand même. Je pourrais encore vous raconter sur la maison de Sèvres, beaucoup. Sa façon de nous instruire, elle avait sa façon à elle. Elle nous envoyait toujours, comme on était près de Paris, et on prenait le pont de Sèvres, ça c'est déjà en 1945, c'est déjà après la guerre. Elle nous envoyait à Paris, dans les musées qui avaient commencé à s'ouvrir. Je me rappelle qu'on était allé à Saint-Cloud, sur une grande terrasse, pour voir la première fois Paris illuminé. La première fois qu'on avait illuminé après la guerre Paris, j'étais là-bas
pour voir. Alors on avait vu tout à coup la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, qui était avec des lumières. C'était quelque chose de très grand pour les Français, oui. Vous êtes resté combien d'années à Paris? À Paris, je suis restée 1 an, mais assez pour courir dans les rues de Paris parce qu'elle nous envoyait partout. J'ai eu la chance, justement, alors aussi, qu'on avait, dans un des musées, il y avait la tapisserie de Bayeux. Vous avez entendu parler de la tapisserie, c'était fameuse. Alors je l'ai vue et on a beaucoup étudié là-dessus, sur le Moyen-Âge. Moi j'adore le Moyen-Âge, alors j'aimais ça, et plein de choses. C'était un endroit, elle avait sa façon d'enseigner les enfants, Montessori. Vous savez ce genre de... Non, oui. Alors, il fallait qu'on s'occupe de soi-même et qu'on trouve soi-même ce que nous voulions faire et pourquoi nous étions capables de faire. On faisait un petit peu de tout. Parmi les monitrices qu'il y avait, il faut que vous sachiez que pendant la guerre, les Allemands recherchaient les jeunes personnes pour les envoyer, disons, travailler en Allemagne. Alors, ceux qui n'avaient pas de travail, qui pouvaient montrer qu'ils avaient un travail. Alors, il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas besoin de travailler parce qu'elles avaient assez d'argent, mais qui venaient travailler dans la maison de Sèvres pour être occupées, pour montrer aux Allemands qu'elles étaient occupées. Alors, nous avions là-bas une danseuse de l'opéra qui nous a appris à danser comme il fallait. C'était merveilleux pour nous. Il y avait dans cette maison une très grande salle à manger. Alors cette salle à manger, à part la nourriture que nous prenions, c'était une salle pour tout faire, salle des fêtes, salle de Noël, salle pour toutes sortes de choses que nous faisions. Elle avait un vitrier qui travaillait, alors j'ai appris comment faire avec du plomb, mettre le vitrage. On faisait la peinture, lithographie, couture, broderie. Oh, et quel point de Paris j'ai fait. Oui, et il y avait une femme qui était une cuisinière merveilleuse, avec elle j'ai appris comment faire la pâte feuilletée. Oui, enfin, toutes ces femmes-là, c'était des femmes qui n'avaient pas besoin de travailler, mais qui le faisaient et qui s'occupaient des enfants parce qu'elles voulaient faire quelque chose pour que les Allemands ne les envoient pas en Allemagne. Alors, on a eu la dernière année, j'ai eu une éducation splendide. Et puis, j'ai connu beaucoup de recoins de Paris. Pas Paris qui a l'air comme aujourd'hui, mais Paris d'alors. Ne me demandez pas de ce que ça va aller, mais enfin. Oui. Et de là-bas, mon frère, il est parti de l'armée, et comme il était en contact avec l'armée anglaise, il a reçu en ce temps-là, en 1945, il a reçu 4 certificats pour arriver en Israël, qui n'était pas Israël, qui était la Palestine. Oui. Et vous savez, il y avait le livre blanc, les Anglais ne laissaient pas les Juifs arriver en Israël, et lui, il a reçu 4 certificats. Alors de Belgique, il est allé voir ce qui était resté de nos parents. Nous avons eu la chance, encore une fois, il y avait une famille qui s'était cachée dans des bas-fonds d'une maison, dont le propriétaire, comme le mari, il était un gantier, il était spécialiste en gantier, il lui donnait du cuir, et dans ses caves, il faisait les gants, et ce propriétaire, pour ça, leur donnait un peu à manger et les cachait. Et ils avaient 2 fils, c'était en Belgique, à Bruxelles, et ces 2 fils-là, un jour, sont sortis, ils en avaient marre, 4 ans être dans un sous-sol, ils étaient jeunes, ils sont sortis, ils sont jamais revenus. Ils ont été envoyés, on les a trouvés certainement en Belgique, à Bruxelles. On les a arrêtés et ils ne sont pas revenus. Donc moi, je suis arrivé avec mon frère en Belgique pour voir ce qui était resté de l'appartement de nos parents que nous avons laissé. Alors, elle nous a montré qu'elle avait une chambre. Une nuit, le propriétaire
qui savait qu'il y avait des amis à mes parents qui se cachaient là-bas. Il leur a dit, venez le soir, j'ai besoin de cet appartement pour le louer à quelqu'un d'autre. Venez et prenez, si cette famille revient, retirez ce que vous pouvez de cet appartement et cachez-le dans les caves que vous avez chez vous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Chaque nuit ils allaient, et parmi les couvre-lits qui sont restés, quelques meubles, quelques ustensiles, en fait plusieurs choses de mes parents. Alors ils avaient trouvé aussi une boîte avec toutes les photos que ma mère gardait de sa famille. Donc moi j'ai la chance d'avoir des photos de la famille de Pologne, et la plupart d'eux sont habillés avec des robes Charleston. Vous savez, les robes courtes avec les grandes chaînes et les accroche-cœurs et tout ça, des femmes de ce temps-là, et aussi des cousins. Alors j'ai ces photos, j'ai quelques photos. Et cette femme-là, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, vous êtes restés des enfants sans parents, et moi je suis restée une mère sans enfants. Oui. Avec quelques certificats, parce qu'encore une phrase et j'ai fini. Avec les quelques certificats que mon frère a reçus, il était un Hevreman, il savait où s'arranger. Alors nous avons quitté avec beaucoup de peine. La directrice ne voulait pas nous quitter. Qu'est-ce que vous allez faire en Orient avec les Arabes et tout ça? Ici vous avez une éducation splendide et tout ça. Allez finir d'abord. Bon, mais mon frère a dit non, j'ai ces certificats. J'ai promis à mes parents de les emmener à un endroit où il y a seulement des Juifs et seulement la Palestine. Alors nous sommes montés oui, nous sommes allés à Marseille dans un camp, encore une fois, pour une semaine, pour amasser les gens pour monter sur ce bateau. C'était un bateau moitié anglais, moitié pour les gens qu'il fallait faire venir en Israël, qui avaient leur certificat. Et comme nous arrivons pour prendre le bateau, il y avait une échelle. En ce temps-là, on ne montait pas comme aujourd'hui. Il y avait une échelle, et au bas de l'échelle, je vois un homme. Un jeune homme avec des pantalons kaki courts, des sandales, une blouse bleue, et qui nous dit en français, pas tout à fait français, qui nous dit, écoute les filles, parce qu'on avait chacun un petit papier pour nous laisser monter dans le bateau. Alors, et il y avait un officier au bout de l'échelle qui avait une liste il fallait lui montrer ça. Alors il me dit, donnez-moi ces papiers. Vous allez monter, vous allez dire à l'officier en haut que vous avez perdu ça, mais vous êtes inscrit dans sa liste. Alors il vous laissera rentrer dans le bateau. Donnez-moi ces papiers, j'aurai l'occasion de faire monter des gens qui n'ont pas des papiers, qui sont sortis des camps, qui veulent venir en Israël et qu'on ne laisse pas. Alors vous pouvez, au moins 4 billets j'aurai. Et on lui a donné. Nous sommes montés en haut, l'officier anglais qui nous dit, où sont vos papiers? On ne sait pas, on croyait que c'était du papier, on les a jetés. On ne savait pas ce que c'était. Comment est-ce que vous vous appelez? Alors il a retrouvé mes noms. Bon, alors ça va, vous pouvez rentrer. Et comme ça, nous avons au moins aidé 4 personnes à monter, parce qu'il y avait en ce temps-là beaucoup de gens qui étaient arrivés des camps de concentration, encore avec leur costume avec les rayés. Ils avaient l'air terrible et ils voulaient monter en Israël, ils ne voulaient pas rester, ils ne voulaient pas retourner en Pologne, ils voulaient partir en Israël. Il n'était pas Israël qui est Palestine. Palestine, c'était en ce temps-là. Et quand nous sommes arrivés en Palestine, c'était justement septembre, Rosh Hashanah, 1945. Exactement. Ça, je me rappelle. Hein. Et naturellement, il y avait tant de monde, alors il fallait partager la nourriture. Et on n'avait rien à manger, c'était terrible.
On arrive à Haïfa, et puis il y a la rabbanoute qu'on a reçue. Ils ont reçu, on leur a fait savoir sur le bateau, vous ne pouvez pas descendre parce que c'est Rosh Hashanah. Il faut attendre jusqu'au soir. Et nous avons soif. Et nous avons faim. Et on ne sait pas comment faire. Oh, c'est terrible. On dit, mais pourquoi nous restons sur ce bateau et tout ça? Bon, à la fin, nous sommes descendus. Et sur le bord, il y avait plein de garçons qui étaient, après j'ai su qu'ils étaient d'un kibbutz, avec une blouse bleue, avec une petite corde comme ça, en rouge. Je ne savais pas de quel groupe ils étaient, mais ce qui était intéressant, ils avaient tous des bidons avec du lait et qui nous donnaient à chacun un peu de lait à boire. C'était quelque chose. C'était justement du Shomer Hatzair. Alors je me suis dit, moi je viens d'une maison juive pieuse. Pourquoi est-ce qu'on nous a laissés sur le bateau jusqu'au soir à attendre, parce que c'était Yom Tov. Et ici, il y a des garçons qui viennent des kibbutzim et qui nous ont donné au moins un peu de lait. C'était drôle pour nous, vous savez. Vous me regardez, vous, avec votre kippa, mais c'était comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça arrive. Durant tout ce temps, vous n'avez pas lâché du tout votre petite sœur? Oui, pas du tout. À ce point, bon que vous me racontiez. Voilà que nous vivons ici une quarantaine d'années, et je rencontre, elle habitait à Beersheba, ma sœur, et nous devons passer une rue. Et tout à coup, quand on passe la rue, je lui attrape la main. Alors on dit, laisse-moi tranquille, on n'est plus enfant, il n'a plus à me garder. 40 ans plus tard, alors vous me demandez. Et je suis arrivée en Israël. Ici aussi, j'ai été dans des maisons d'enfants, à Jérusalem, et j'ai appris à être, non, gardienne d'enfants, non, jardinière d'enfants. Oui, ganénette, oui. J'ai travaillé, puis j'ai rencontré mon mari, nous sommes mariés, j'ai une famille, j'ai des enfants, 5 enfants, 15 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants. Ça a été ma jeunesse qui me conduit même toute la vie, hein. Ouais. comment? עד 150. Est-ce que quelqu'un... Alors on a... Oh oui, je veux des questions. Ce qu'on va faire... Demandez-moi. Vous avez une forme olympique parce que vous parlez depuis 1h42. Je tiens à vous féliciter. Combien de temps j'ai parlé? 1h42. Oh mon Dieu. Vous m'avez dit 30 minutes, mais je vois que vous avez... Merci pour votre patience. Ça a été vraiment... On l'a pas vu passer en tout cas. On l'a pas vu passer, ça c'est sûr. Bien entendu, il y a des gens qui doivent y aller. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ont leurs enfants. Oui, naturellement, je comprends. Est-ce que vous avez quelques questions à me dire? Oui. Quand vous étiez dans les mais parlez plus fort pour qu'ils puissent comprendre. Quand vous étiez dans les vérifications pour les nouvelles identités, vous étiez que des femmes. Je pense que les garçons étaient mis de côté parce qu'il y avait des vérifications. Parce que vous passiez... Eh bien, le pire était pour les garçons. Donc vous étiez en groupe de femmes à la fin. Oui, la plupart, oui. Moi, j'étais surtout avec des filles. Oui. On était un petit groupe de filles. Et puis, comme je vous dis, on est passé par des endroits où c'est par hasard qu'on est resté en vie. Parce que j'ai tellement d'amis qui sont partis, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'en ai quelques-uns qui sont restés, j'en ai 2 qui sont encore en vie, qui se trouvent à Enanatsiv, si vous connaissez le kibbutz, Enanatsiv, elles sont pieuses et elles sont dans ce kibbutz. Quand nous nous rencontrons, on est comme des sœurs, vous savez, comme des sœurs, avec toutes celles qui sont restées, même celles qui ne sont pas juives. Elle ne m'appelle pas Eva, elle m'appelle Yvonne, comme je m'appelais pendant la guerre. Oui. On se rencontre, on est des amis. Et... Est-ce qu'il y a une autre question? Vous savez que moi j'ai l'oncle de ma mère. Comment? L'oncle de ma mère, il était très connu en Tunisie, c'était le grand champion, il s'appelait Lou Pérez. Ils ont même fait des films sur lui.
Qu'est-ce que vous dites? Ah, en Suisse, il était? Avant En Tunisie, oui, mais la Tunisie, c'est autre chose. J'ai des amis de... Non, le pauvre, il a été déporté dans les camps. Parce qu'en vrai, il était en Tunisie et il avait sorti avec une fille de Paris, une actrice qui s'appelait, je sais plus, une actrice. Et son frère, il disait, ne va pas en France et tout. Il a été à cause d'elle et elle a dénoncé. Et donc, du coup, il est mort dans les camps. Mais ils ont fait, il y a 2 ans de ça, ils ont fait un film. Il venait de Tunis. Moi, j'ai des amis qui, pendant la guerre, qui venaient de Sofia, de Bulgarie. Ils ont été pris dans les rues parce qu'on dénonçait qu'ils étaient juifs. Et ils étaient arrivés, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on voulait d'eux. Et nous, on était dans les camps avec des gitans à Rivesaltes. C'était horrible. Vous savez ce que les juifs peuvent souffrir? Combien sont morts? Il y a un grand cimetière à Rivesaltes de personnes juives. Vous habitez Drancy, vous? Mes parents sont partis de Drancy à Auschwitz. Et Marcel Marceau, il a aussi nous a éduqués dans la maison de Sèvres. Il était avec une amie qu'il avait de son groupe, nous enseignait un peu de théâtre, comment être sur une scène, comment parler. Et lui, il était un mime, alors il nous a appris beaucoup de choses. Et j'ai plusieurs livres de lui qui sont, oui, qu'il m'a aussi signés. J'ai une question. Plus fort. J'ai une question à vous poser. Tous ces juifs qui ont été déportés et emmenés, comment se fait-il que cette masse de personnes ne s'est pas récoltée contre les Allemands, même s'il y avait une partie qui mourait, pour justement empêcher? Écoutez, de toute façon, ils allaient à la mort, autant essayer de se manifester et de créer une mutinerie. Ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais cru. Écoutez, ce n'est pas comme aujourd'hui que vous savez ce qui s'est passé. C'est pour ça que je raconte, pour savoir que ça peut revenir. Et j'ai bien peur que ça puisse revenir, mais au moins savoir. En ce temps-là, ils ne savaient pas. Mais ce sont des gens civilisés. Comment ça se fait que les Allemands, une civilisation tellement forte, ils sont allés comme des... Il n'y a pas eu justement ce racisme de porter les toiles, de ne pas faire ceci, cela. Avec nous en tant que juifs, tous les pogroms. Vous étiez abattus tout de suite. Tous les pogroms qu'il y a eu en Russie, qu'il y a eu aussi en Espagne. En France aussi, il y a eu. Mais aussi, Il y a aussi. Mon frère, il a fait partie de ce underground. Il n'y a pas eu à ce moment-là de se dire que c'était ça, avec tout ce que nous... Les gens étaient tellement ignorants, vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne s'imaginait pas. Ces gens-là ne venaient pas de la jungle. Ils venaient des villes civilisées. Ils ne s'imaginaient pas. C'est pour ça qu'ils ont bien organisé ça, malheureusement. Imaginez-vous que moi j'ai un livre où il y a écrit même le convoi où mes parents ont été pris avec ma sœur. Le même soir, ils étaient déjà dans les fours. D'accord, mais avant que Hitler n'arrive au pouvoir, vous dites bien de la politique. Jamais on sait. Écoutez, il y a eu Chamberlain, il y a eu plein de ministres qui sont allés. Hitler vous racontait des histoires. Ils ne s'imaginaient pas. Écoutez, les Français ont été occupés en 2 semaines. Ils avaient fait, vous avez entendu parler de la ligne Maginot. Oui, eh bien, vraiment les Français. Ils croyaient qu'ils feront un mur, les Allemands n'arriveraient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par la Belgique. Ça leur a pris exactement 1 ou 2 jours. Et ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient. On ne peut pas s'imaginer même la situation de ce que c'était. Des femmes sont allées au camp, alors elles avaient leur petit miroir. Oh, que j'ai l'air bien, peut-être que j'ai encore un peu de lipstick encore. Elles ne savaient pas qu'elles allaient au crématoire. C'est pour ça. Pourquoi est-ce que je parle maintenant?
c'est pas agréable pour moi d'aller d'un endroit à l'autre et de raconter. Parce que je veux que les gens sachent, je veux que les tsabarim sachent que des choses pareilles peuvent se renouveler. Et qu'on sache à l'avance. C'est-à-dire que la nouvelle génération, ils vont envoyer les enfants sur place pour faire un voyage justement de... Ils le font, mes enfants ont fait. Moi, j'ai une fille qui est revenue, elle a été tout à fait changée quand elle est allée à Auschwitz pour voir ce qui s'est passé. Et imaginez-vous une civilisation comme l'Allemande, les Allemands. C'était une autre civilisation, une des plus Alors, belles qu'est-ce en que Europe. vous pensez du négationnisme maintenant? Comment? Qu'est-ce que vous qui avez vécu ça, Dernière question. vous qui La avez dernière vécu question. ça, d'entendre des gens qui prônent le négationnisme de tout ce que vous racontez, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, on écoute. Les gens, ils écoutent, ils veulent savoir. Mais ce qu'ils feront de tout ça, je ne sais pas. Enfin, c'était votre question. Oui, mais la question était qu'il y a beaucoup de gens qui prônent le négationnisme de tout ça. Qui disent que ça n'a pas existé. Voilà. Qui dit tout ça? Voilà, il y a la méchanceté existe. Tenez, vous me rappelez quelque chose. J'ai ici un papier que je veux vous lire pour finir toute l'histoire ici. Vous allez un petit peu comprendre. Pour vous dire ce que c'est la nature humaine. Attendez, j'ai pas mis mes lunettes. Enfin, j'arriverai peut-être à lire. J'arriverai à lire. Je vais vous lire seulement, c'est quelqu'un qui l'a lu parce que je lui ai demandé de me le donner et j'ai un petit peu traduit. Nous, les survivants de la Shoah, qui avons perdu nos familles, avons été poursuivis, affamés, souffrants. Nous avons eu la chance de monter en Israël, de nous refaire une famille et rebâtir notre toit en Israël. Vivre enfin une vie libre et heureuse, malgré tout ce que nous avons perdu. Nous espérions que les tragédies de la Shoah donneraient un modèle vivant pour toutes les générations qui viendront après nous, de tous les coins du monde. À notre désespoir, la Shoah et les guerres n'ont pas su éteindre la haine, la tuerie, les pertes, les souffrances et les humiliations, surtout les humiliations pour les Juifs, qui existent dans tant de pays, à chaque moment dans le monde aujourd'hui. Si seulement nous pouvions faire disparaître la méchanceté qui est en nous, apprendre à recevoir celui qui est différent de nous, accueillir celui qui est en danger, peut-être alors nous apporterons enfin la lumière du monde, comme c'est écrit dans la Torah. Et aussi que ça apporte la lumière à nous-mêmes pour savoir ce que nous devons faire. Enfin, j'ai traduit ça à peu près. Bien. Ah bah merci vraiment à vous. Alors vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Vous allez pouvoir prendre. Oh, je viendrai vous voir, je vous vois. Alors voilà. Pour savoir ce que vous faites. Revenez quand vous venez au second étage, la porte est toujours ouverte, on vous donnera le code, sinon vous sonnez. Ah, vous me direz comment Je faire. vous dirai le code. Et puis si vous voulez téléphoner un peu aussi, vous pouvez travailler avec nous, c'est avec plaisir. Je ne sais même pas comment on approche. Mais à moi, je vais tout vous expliquer. Moi, c'est tout dans ma tête. Ouais, il est très fort. Tout ce que je sais, c'est dans ma tête. C'est pareil, je ne me connais pas encore. Je peux vous embrasser. Oh, mais naturellement. Alors on vous applaudit une dernière fois, merci à vous. Enfin, je regrette pour mon pauvre français. Madame Evra, je voudrais juste vous dire Oui, très bien. que vous avez montré aujourd'hui que les Juifs, ils vivent tout par la foi, tout par la pratique, et c'est ça que vous êtes là maintenant. Vous donnez ça, cette force, pour arriver à la Géoula. Aujourd'hui, c'est dans la suite des contes de l'Homère, entre Pessah
et Shavuot, vous le savez. C'est vrai. C'est Nessar, Nessar, la victoire de la victoire. Donc vous êtes la manifestation de la force du juif. Que Bezrat Hashem, il y aura la Géoula. Amen. Et les femmes. Et lisez les livres, surtout de Elie Wiesel. Il écrit si bien en français, alors ça vaut la peine de vraiment de les lire. Bon, je vais vous quitter maintenant. Comment? J'ai honte. J'ose pas trop. La bande-annonce. Ah, on verra mon gros ventre dans la vidéo. Je vous ai un petit peu délaissé en ce moment. Et aujourd'hui, vous êtes toujours Irina. Merci beaucoup. Pendant la guerre. Quel est votre nom? Je vous reverrai. C'est bien vrai des fois, vous m'invitez. Attends, je vais vous parler parce que je vois que vous avez quelque chose d'intéressant aussi.